Bonjour à tous. Moi, je suis Jenny Cornaton, je suis neuropsychologue dans le service de génétique du CHU de Dijon. Et je voudrais commencer par remercier Juliette, du coup, de m'avoir proposé de faire cette présentation que j'avais déjà fait pour une journée d'une association. Et remercier aussi mes collègues qui se sont du coup intégrés à la présentation, puisque l'idée, c'est aujourd'hui de vous présenter les accompagnements paramédicaux dans les maladies rares. Et donc, en tant que neuropsychologue, je ne pouvais pas vous présenter l'ensemble des accompagnements, donc j'ai sollicité mes collègues qui se présenteront au fur et à mesure que chacun interviendra. Hop. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le diapo. Hop. Donc, je vais déjà commencer par vous expliquer un petit peu qui on est de manière générale, parce que je pense que c'est important, voilà, pour que vous sachiez un peu qui va vous parler aujourd'hui. Hop. On est une équipe paramédicale. Chacun se présentera par la suite. Nous, on travaille dans le service de génétique du CHU de Dijon. Donc, du coup, dans le service de génétique, on a plusieurs centres de référence maladies rares. Le centre Défi Bourgogne, qui est un centre de référence par rapport aux déficiences intellectuelles de cause rare, et le centre Génopsy Dijon, qui est un centre de référence sur les troubles du comportement d'origine génétique. Et nous, plus d'autres collègues, on représente une équipe d'évaluation pluridisciplinaire à l'intérieur du service de génétique. Nous, au sein du CHU, on intervient plutôt pour l'évaluation et non pas pour l'accompagnement, comme ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Par rapport à d'autres missions qu'on peut avoir sur certains autres postes ou qu'on a pu avoir avant, etc., on est quand même bien au fait des accompagnements. Et surtout, après nos évaluations, on va conseiller des accompagnements paramédicaux aux patients. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on connaît plutôt bien. Simplement pour vous expliquer, nous, notre équipe dans le service de génétique, elle est composée de médecins et de paramédicaux. Dans les médecins, on a des généticiens, des endocrinopédiatres, neuropédiatres, pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres. Et au niveau des paramédicaux, du coup, on a plusieurs neuropsychologues, une orthophoniste, ergothérapeute, un enseignant en activité physique adaptée, assistante sociale, on a aussi une psychologue, etc. Bref, on est une grosse équipe. Et donc, on reçoit des enfants, des adolescents et des adultes qui sont porteurs d'une maladie génétique ou fortement suspects d'en avoir une. Et du coup, comme je vous expliquais, on a 200 de références différents. Ça va être notre deuxième critère. C'est-à-dire que pour le centre Défi Bourgogne, ça va être des patients chez qui il va être suspecté un trouble du développement intellectuel ou un autre trouble du développement, sans avoir de problématiques comportementales majeures au premier plan. Et pour le centre Génopsy Dijon, c'est un peu l'inverse. C'est les troubles du comportement qui vont être au premier plan. Et ces troubles du comportement peuvent être associés à un trouble du développement intellectuel ou à un autre trouble du neurodéveloppement. Voilà. Alors, du coup, prends leur lait. Alors, pourquoi accompagner en fait sur le plan paramédical? Plusieurs raisons. La première, souvent, c'est qu'on a des atteintes qui vont être multiples et variables. Et petite page qui pop. On va avoir des atteintes souvent multiples et variables dans les maladies rares. Il faut savoir que du coup, il y a plusieurs types d'atteintes qui peuvent être possibles. C'est pour ça qu'on va parler souvent de syndrome. C'est qu'on n'a jamais un seul organe ou un seul type d'atteinte qui va avoir. Et en plus de ça, on va souvent avoir des degrés de sévérité très variables au sein même d'une même famille en plus. L'important, c'est aussi du coup d'avoir une nécessité d'une approche et d'une évaluation qui va être globale par champ de compétences. C'est pour ça qu'on est une équipe qui est aussi grande avec autant de métiers différents parce que chacun va arriver en fait avec son expertise et tout ça en fait va être complémentaire et dans un continuum pour pouvoir vraiment comprendre comment fonctionne le patient et comment du coup on peut au mieux l'aiguiller et l'aider en préconisation, recommandation, etc. Et souvent les médecins ont aussi besoin de nous d'ailleurs pour pouvoir des fois poser des diagnostics ou pour les orientations potentielles. Il faut savoir aussi que sur les maladies rares, on a souvent une particularité aussi, c'est qu'on n'a généralement pas de traitement qui existe pour guérir la maladie. On peut avoir des traitements qui vont être là plutôt en support pour traiter certains symptômes. Je pense à des maladies neurologiques pour, par exemple, éviter les tremblements, ou alors si on a, par exemple, un TDAH pour calmer justement les difficultés attentionnelles avec du méthylphénidate et autres.
Mais pour autant, on ne va pas forcément avoir de traitement curatif qui va faire disparaître la maladie ou les symptômes. Donc, ça nécessite souvent d'avoir un accompagnement annexe avec des thérapies non médicamenteuses. Et c'est là que vient le point suivant, c'est justement la complémentarité. C'est qu'on a des traitements médicamenteux qui, des fois, tout seuls vont être peu efficaces, mais par contre, accompagnés d'une psychothérapie ou d'un autre type d'accompagnement, vont avoir beaucoup plus d'effets. On va vraiment avoir davantage de bénéfices. Puis aussi, on peut avoir des fois des effets secondaires liés à ces traitements, et le fait d'avoir un accompagnement paramédical va pouvoir contrecarrer ces effets secondaires, ou du moins les minimiser. Ça peut toujours être intéressant. Par exemple, pour le cas des corticoïdes sur des enfants qui auraient des corticoïdes ou même des adultes, il peut avoir une perte de masse ou de force musculaire ou une diminution de la densité minérale osseuse, pratiquer une activité physique ou faire de la kinésithérapie peut prévenir ces difficultés-là. Donc ça peut avoir un double effet. Et puis surtout, le but principal en fait de tout ça, c'est d'avoir vraiment une amélioration de l'autonomie, de la qualité de vie du patient, mais aussi de son inclusion sociale, pour pouvoir permettre au mieux, malgré le fait que la maladie soit peut-être peu connue ou qu'on n'ait pas de traitement curatif, comment vivre avec cette maladie-là, aussi bien pour le patient lui-même, mais aussi bien pour ses accompagnants, c'est les gens qui vivent autour et qui gravitent, parce qu'on pense surtout aussi beaucoup aux patients, mais il y a aussi tous les vents violents. On compare souvent ça à un cyclone, c'est que le patient il est au centre, il est dans l'œil du cyclone, mais il y a aussi tous les vents violents autour qui vont impacter bien sûr tout son entourage. Donc ensuite, comment on définit un peu les accompagnements nécessaires? Pour ça, on vous a fait un petit visuel. Donc on a essayé d'être le plus exhaustif possible, mais c'est difficile de tout mettre. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de ce visuel-là, c'est qu'on voit qu'en fait, il existe plein de prises en charge possibles parce qu'il y a plein de difficultés qui peuvent être amenées à se développer ou qui font partie des symptômes. Et donc souvent, ça nécessite plein de prises en charge. Je reprends. Comme je vous le disais, du coup, importance d'avoir une approche personnalisée, donc selon les besoins et les besoins spécifiques de chaque patient, parce que comme on l'a évoqué précédemment, pour une même pathologie, même dans une même famille, on peut avoir vraiment complètement des manifestations totalement différentes, avec des degrés de sévérité totalement différents. Et donc, du coup, ça nous demande à chaque fois forcément une évaluation complète du patient pour pouvoir optimiser sa prise en charge. Ensuite, ce qui va être important aussi, c'est l'importance de l'éducation thérapeutique du patient, ETP. Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir former le patient, mais aussi son entourage, à la compréhension de sa maladie, à sa potentielle évolution et comment, du coup, faire au mieux dans le quotidien pour l'accompagner, pour avoir le maximum d'autonomie, le maximum de qualité de vie possible. Parce que c'est souvent des choses qui sont psychologiquement, qui sont très dures à vivre, qui peuvent aussi être physiquement des fois difficiles, s'il y a voilà, besoin de faire des transferts, des choses comme ça. Donc tout ça, ça mérite, pour les gens qui vivent avec la maladie et ceux qui accompagnent, de bien connaître ça pour pouvoir s'adapter au mieux et aussi se préserver. L'importance aussi dans ces maladies-là, c'est d'avoir de la coordination et du relais entre les différents professionnels. Alors, il y a encore du travail à faire là-dessus parce que souvent, la communication est parfois difficile, avec un manque des fois aussi d'outils pour pouvoir généraliser avec, par exemple, des libéraux, du privé, etc. Mais c'est très, très important justement de coordonner pour pas qu'il y ait d'informations qui se perdent en chemin, qu'on évite de faire des évaluations à répétition alors qu'en fait, on apprend le jour J qu'il y a un patient qui a déjà eu ce qu'il fallait faire et du coup, c'est plus pertinent d'évaluer. Au contraire, ça peut être contre-productif. Et du coup, de soulager aussi bien là, le patient que son entourage dans les rendez-vous médicaux, toutes ces choses-là, pour que vraiment les choses soient faites de façon le plus fluide possible et dans la bonne temporalité, parce que ça va être très important derrière pour les orientations et pas du coup à chaque fois voilà, envahir et fatiguer le patient et son entourage avec de multiples rendez-vous qui sont parfois pas forcément toujours très utiles. Ensuite, c'est ce que je vous disais, il va y avoir une attention particulière aux périodes de transition. Donc, il y a vraiment des éléments clés dans le parcours du patient. Donc, pour tout qui est toujours cette continuité, cette adéquation des soins tout au long de sa vie, en fait. Il y a vraiment aussi des fois un besoin d'évolution des priorités d'accompagnement. C'est-à-dire que, comme vous voyez sur le schéma, il y a énormément de professionnels qui veulent intervenir. Si on devait mettre à chaque fois tous les professionnels pour le syndrome dont ils souffrent, forcément, il y a des moments où, d'un point de vue logistique, ça va coincer. Ça va être compliqué. Donc, c'est aussi établir des strates avec vraiment des ordres de priorité pour qu'est-ce qui doit vraiment être fait là en premier lieu. Et puis, une fois que les choses sont améliorées sur un point, comment on peut basculer le relais sur d'autres prises en charge potentielles pour pouvoir voilà, qu'il y ait toujours cette continuité et ce développement dans la prise en charge. Et puis la dernière petite chose, ça va être l'importance aussi de la formation des professionnels. Souvent, les maladies rares sont des maladies qui sont pas connues ou peu connues. On ne sait pas toujours comment faire, comment s'adapter. Donc, il y a vraiment une importance de travailler sur la formation auprès des professionnels, que ce soit les PNDS aussi, pour pouvoir aiguiller, par exemple, les médecins traitants, les autres professionnels qui peuvent graviter autour du patient et qui ont une méconnaissance de la pathologie, de sa symptomatologie. Et donc, j'ai passé le relais à l'ergothérapeute du service, Madame Louvre-Stignac.
Ouais. Donc, bonjour à tous, je suis Lou Augustignac, je suis ergothérapeute et j'interviens à 25% au CHU de Dijon, dans le centre génétique, et j'interviens plus précisément au centre des Filles-Bourgogne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un ergothérapeute ou si vous savez ce que c'est. Je vais prendre le temps quand même de l'expliquer. Donc, je suis ergothérapeute, donc professionnelle de santé. Et le but de l'ergothérapie, je vais prendre en charge des personnes qui éprouvent des difficultés dans leur quotidien, que ça soit du quotidien personnel, mais aussi tout ce qui va être difficultés scolaires, professionnelles, voire sociales, toujours en lien avec un trouble moteur, sensoriel, cognitif et ou psychique. L'objectif de l'ergothérapeute, c'est de maintenir, de restaurer ou de favoriser l'autonomie et l'indépendance d'une personne en essayant d'adapter l'environnement, de proposer des aides techniques, voire en développant les capacités de la personne. Alors, je vais prendre le temps un petit peu de définir ce que c'est l'autonomie et l'indépendance, parce que c'est des termes qu'on utilise assez fréquemment et pour le coup, il y a des petites subtilités, c'est pas réellement la même chose. L'indépendance, c'est la capacité d'une personne à réaliser une activité seule, c'est-à-dire faire ses lacets, s'habiller, archiver des documents au travail ou réaliser son cours de gym. L'autonomie, c'est la personne à gérer son quotidien, à initier, à essayer de décider de réaliser des activités ou non. Donc, on est plus dans l'organisation d'un planning, la gestion des activités, l'initiation également. Donc, comme c'est deux choses différentes, une personne peut être indépendante mais manquer d'autonomie, ou au contraire, elle peut être dépendante mais être autonome. Donc, par exemple, si je prends la préparation du matin qui est commun à tous, le matin, imaginons qu'il faut se lever, s'habiller, prendre le petit déjeuner, se laver les dents et puis partir pour l'école, le travail, etc. Une personne qui serait indépendante mais qui manquerait d'autonomie parviendrait à réaliser l'ensemble des activités. Par contre, comme elle manque d'autonomie, elle ne va pas forcément les réaliser dans le bon ordre ou pas réellement les réaliser. Donc, il y aura un tiers, soit un parent, soit un aidant, qui va devoir stimuler, répéter ou fractionner les activités pour qu'elles soient réalisées dans le bon ordre. Une personne qui serait dépendante mais qui manquerait pas d'autonomie, cette personne sait qu'il faut qu'elle réalise toutes ses tâches le matin, dans quelle ordre elle doit les réaliser, mais à certains moments, elle va avoir des difficultés, avoir besoin de l'aide d'un tiers. Par exemple, faire ses lacets, enfiler un t-shirt ou aller se brosser les dents. Donc, voici un petit peu la subtilité entre les deux. Dans tous les cas, si on revient un peu à l'ergothérapie, nous, on intervient auprès de tout type de patients et d'enfants. D'âge, pardon. On va de la petite enfance jusqu'à la personne âgée. Quoi qu'il en soit, on travaille sur prescription médicale parce qu'on est profession paramédicale et en règle générale, on est toujours en collaboration avec d'autres professionnels de santé. De manière générale, l'ergothérapeute va recevoir les patients, leur famille avec leur famille ou leurs aidants, faire dans un premier temps une évaluation. Cette évaluation va permettre de faire le point sur l'état des lieux de comment est la personne, ses besoins, et donc définir des objectifs de travail. Une fois que ces objectifs sont définis, on met en place des soins de rééducation ou de réadaptation, et puis on finit par réévaluer le travail effectué auprès du patient et de sa famille pour redéfinir des objectifs de travail, réajuster ou au contraire se dire qu'on a été au bout de la chose et arrêter les soins. L'évaluation, donc avant de parler d'évaluation, on va parler de la vision de l'ergo. L'ergo va prendre vraiment la personne dans sa globalité et pas seulement la personne, mais également ses occupations et son environnement. Lorsqu'il y a un équilibre entre ces trois sphères, on parle de fonctionnement optimal, c'est-à-dire que la personne peut réaliser ses activités parfaitement, comme elle en a envie, quand elle en a envie. Il suffit qu'une des trois sphères soit touchée pour remettre en fait cet équilibre à mal et rendre la personne en difficulté. Ah, ça, C'est votre cliquer. Parfait. Par rapport à l'évaluation de la personne, on va faire un point sur cette personne
en essayant d'avoir un maximum d'informations pour qu'on comprenne la situation. Donc, on va faire un recueil de l'anamnèse, l'histoire de vie de la personne, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, jusqu'à notre consultation, pour essayer de bien comprendre la pathologie quand il y en a une ou les difficultés qui sont rencontrées. Une fois qu'on a un peu plus de connaissances sur cette personne et son entourage, on va pouvoir réaliser des bilans qui vont être qui vont pouvoir être normés, standardisés pour évaluer les compétences sensorimotrices, visio-spatiales. Pour les plus jeunes qui sont en période de scolarisation, ça va être aussi l'écriture, l'utilisation des outils scolaires et également son fonctionnement sensoriel. L'ergothérapeute peut évaluer aussi d'autres domaines en fonction des problématiques rencontrées. Concernant l'évaluation des occupations, pareil, on peut faire un entretien avec l'enfant, avec les parents, avec la personne sur les occupations effectuées au quotidien, donc toutes les activités, que ce soit personnelles, scolaires, professionnelles ou de loisirs. On peut aussi mettre à disposition des échelles d'auto-évaluation que la personne va compléter pour déterminer en fait les points à retravailler, celles où ils estiment qu'ils sont le plus en difficulté. Ça permet parfois de cibler le travail et de prioriser des objectifs. Pour les plus âgés, on peut faire des mises en situation. Alors, soit on peut le faire directement dans la salle de consultation, mais on peut aussi faire des ateliers thérapeutiques. Je pense notamment à de la cuisine thérapeutique ou d'autres choses. Et il existe également dans des structures bien spécifiques des appartements de mise en situation, des appartements thérapeutiques. Je réponds aux questions après, hein, c'est ça, parce que je n'ai pas le temps de lire. Je suis une très mauvaise lectrice, je suis désolée. Et au niveau de l'environnement, donc pareil, on fait un point sur l'environnement. On va faire le point sur l'ensemble des lieux de vie de la personne, que ça soit à domicile, à l'école, sur le poste de travail, voire même des fois s'ils sont en EHPAD ou en structure, ça peut être directement au sein de l'établissement. Donc, généralement, voilà, on se déplace, on fait le point. Il y a des visites à domicile qui peuvent être effectuées. Et en fonction de l'analyse, de l'expertise qui va être faite, on peut soit proposer des aides techniques, soit des aménagements architecturaux, notamment les salles de bain, ce genre de choses, pour rendre accessible l'environnement à la personne. Donc, une fois ces évaluations qui sont faites, comme je vous l'ai dit, on détermine les objectifs de travail, puis il peut y avoir de la rééducation ou de la réadaptation. La différence entre rééducation et réadaptation, la rééducation, on va essayer de récupérer des fonctions, essayer de stimuler, d'augmenter la capacité d'une personne. Donc là, on est sur le côté rééducatif, on va essayer de gagner en capacité et en compétences. La réadaptation, ça va être d'aménager l'environnement ou la tâche à la personne. Elle peut être utilisée comme stratégie de soins sur deux versants. Soit on estime que la rééducation est possible mais prendra du temps et qu'on veut favoriser du coup la participation de la personne, on va pouvoir réadapter temporairement des activités en utilisant des stratégies, des choses très ponctuelles. Une fois que la personne gagne en compétences, ces stratégies de réadaptation peuvent être mises de côté. Soit on estime que le travail fait va atteindre une limite où on aura du mal à vraiment gagner en capacité et que la réadaptation va être un peu plus périn dans le temps. Dans ces cas-là, on va réaménager de façon un peu plus conséquente et sur du long terme. On essaye toujours de voir, de connaître, quand on connaît la maladie, d'essayer de proposer des aménagements qui soient le plus périns dans le temps pour éviter de changer à chaque fois les stratégies mises en place. Mais bien sûr, ça reste évolutif dans certains cas. Donc là, je vous ai mis des exemples de photos de rééducation. J'ai essayé de cibler différents tâches. Donc, on a l'écriture, bien sûr. En haut à gauche, on est plus sur de la stimulation sensorielle avec l'approche d'intégration sensorielle, où on va mettre le patient en activité pour stimuler et renforcer les sens. On a ce côté aussi professionnalisant, où dans certaines situations, on peut accompagner nos patients à réintégrer un poste de travail, soit déjà mis en place, soit de trouver une orientation professionnelle. Il y a d'ailleurs des structures qui proposent ce type d'accompagnement. Et après, en bas à droite, on est plus sur de la rééducation classique. Alors, c'est pas hyper représentatif, mais généralement, on prend
l'activité, on essaye de mettre en place des exercices en lien avec l'activité de la personne. Et le côté réadaptation, donc pour un enfant, on peut estimer, ou un adolescent, on peut estimer que la prise de notes va être compliquée à l'école. On pourra le passer sur ordinateur si on estime que la qualité ou la vitesse va être difficilement répondre euh, aux, aux exigences de la classe. En haut à droite, on a l'aménagement classique d'une salle de bain qui peut être fait, mais ça peut être aussi l'aménagement du poste de travail. On peut aussi aménager l'architecture à l'extérieur ou à l'intérieur d'une maison, notamment avec des règles d'accès, ce genre de choses. Et puis, pour apporter du confort, on peut aussi mettre en place des stratégies sensorielles, que ce soit pareil au travail ou à l'école, pour essayer que la personne puisse se concentrer au maximum et puisse réaliser ses tâches. Et pour finir, du coup, je vais vous parler des lieux. Donc, les ergothérapeutes, on peut en trouver un petit peu partout. On a en libéral, dans le milieu hospitalier, en structure, je pense au CESAD, au CAMS, mais également en EHPAD ou dans les centres de rééducation. Et ma collègue assistante sociale vous parlera des aides financières. Alors, des ergos spécialisés en maladies rares, il n'y en a pas parce que l'ergothérapeute va s'adapter à la personne. On ne va pas définir une personne par son étiquette et sa maladie. On va s'y appuyer. En effet, on a une connaissance des pathologies et on va s'adapter finalement aux difficultés rencontrées au quotidien. C'est-à-dire qu'une personne qui a une pathologie, comme a dit mon collègue, va avoir différentes je sais plus, altération, voilà. Et ça va prendre différents niveaux parce qu'en fonction des habitudes de vie, des exigences de l'entourage ou alors de la disponibilité aussi de l'entourage des autres professionnels, on va pas avoir les mêmes objectifs de travail et les mêmes besoins. Euh, il n'y en a pas réellement des spécifiés. Ce que vous allez pouvoir trouver, c'est des ergothérapeutes qui vont être sensibilisés sur le côté un peu plus sensoriel, sur le côté oralité, c'est des formations en fait qui sont en supplément de notre diplôme d'État actuel, mais spécialisés en maladies rares, vous n'en aurez pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Très bien. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il est transféré du coup. Donc, je suis désolée, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une consultation. Mes collègues seront là pour noter les questions. Soit ils arrivent à y répondre, soit j'y répondrai par la suite. Merci beaucoup. Juste, c'est pas remboursé par la CPAM, on est d'accord? Ma collègue va expliquer. Donc non, c'est pas C'est remboursé ça. de manière systématique. Par contre, il y a une demande exceptionnelle de financement qui peuvent être faites. Et il y a certaines mutuelles, des choses comme ça qui prennent en charge. Mais je vous laisserai martyriser ma collègue à Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bon bilan, bonne journée, merci. Merci. Alors, du coup, je vais enchaîner avec l'orthophonie. Donc, moi, je suis Noémie Relin, je suis orthophoniste dans le service des génétiques. Donc, pareil, il n'y a pas d'orthophoniste spécialisé dans les maladies rares parce qu'on s'attache aux symptômes et puis il y a encore des choses qui sont peu décrites. Je pense dans les PNDS, par exemple, si on a une ligne sur le langage, on est déjà content. Donc, voilà, on a dans la même logique d'accompagnement. Ouais, c'est pour l'ergo, je pense. Parce que du coup, les orthophonistes ont la chance d'être remboursés par la Sécu. Encore faut-il en trouver une. Voilà, un ou une. Alors, juste pour vous rappeler peut-être les champs de compétences de l'orthophoniste. En fait, on peut intervenir à tous les âges de la vie, que ce soit dès la maternité jusqu'à la fin, sur des questions d'oralité, d'alimentation, d'apprentissage, de développement du langage aussi, bien sûr. Et puis aussi, dans tous les aspects neurodégénératifs, on peut intervenir sur des questions de langage, de communication, d'alimentation. Et je pense notamment aux personnes qui font des fausses routes où il faut adapter les textures, etc. On peut intervenir. Donc, on a des activités de prévention, d'évaluation, comme on propose dans le service, et puis des accompagnements et des mises en place de compensation, comme évoquait ma collègue.
Hop. Donc, les différents domaines, là, plutôt qu'on cible dans le service, moi, dans les enfants que je vais recevoir ou les adultes, ça va être le langage et la communication, les apprentissages avec la lecture, l'orthographe, les mathématiques, et puis tout ce qui est l'oralité avec les aspects alimentation et mastication. Et pour ça, on va mettre en place des bilans croisés avec ma collègue ergothérapeute pour justement, on fait des bilans en même temps pour déjà faire venir les patients qu'une fois et pouvoir regarder à deux en fait comment ça se passe. Juste pour vous préciser un peu, quand on parle de communication, de langue, de langage, de parole, tout ça, c'est des termes qui sont un peu équivalents pour tout le monde, mais il y a quand même des petites subtilités. En fait, on va regarder le langage, donc si l'enfant parle bien, s'il comprend bien. Et là, vous n'avez pas besoin d'une orthophoniste. Si l'enfant n'est pas verbal, ben oui, il n'y a pas besoin d'être orthophoniste pour dire que l'enfant ne produit pas de son. Mais en tout cas, on peut aller chercher des autres moyens de communication. On va voir si la personne peut voilà, avoir une communication non verbale. Est-ce qu'on a accès autrement à ce qu'elle pense, à ce qu'elle ressent, etc. Donc, on va essayer de prendre en compte vraiment la globalité de la communication et pas que le langage articulé. Donc, du coup, pour l'évaluation, on va évaluer les différents domaines. Donc, comme je disais tout à l'heure, le langage oral, par exemple, le vocabulaire, les structures de phrases, est-ce qu'il y a des confusions de sons, est-ce qu'on comprend bien, etc. On va essayer de trouver les ressources de la personne et voir aussi les points qui sont à développer. Et puis surtout, on va essayer d'évaluer les retentissements de ces difficultés. Est-ce que, ben voilà, un enfant qui a des difficultés à parler, est-ce que ça va l'empêcher d'aller vers les copains parce qu'il a peur qu'on se moque de lui, ou au contraire, ça ne le dérange pas du tout et voilà, ça ne va pas avoir d'impact. Donc on va mesurer dans un premier temps les limitations et puis après voir quels sont les retentissements pour la personne. Et puis, on va voir aussi un peu plus large au niveau de l'entourage familial. Est-ce que l'entourage est soutenant? Est-ce qu'on a des postures qui sollicitent la communication, etc. On va essayer de regarder un peu tout ça. Donc après l'évaluation, on va proposer un accompagnement et le tout, c'est de trouver l'équilibre entre travailler donc la fonction qui pose problème et ce que ça implique. Par exemple, si je veux travailler la lecture, ben, je vais essayer qu'il n'y ait pas de confusion de son, je vais essayer de bien reconnaître les lettres, etc. Donc il y a des compétences sous-jacentes qui vont être à travailler. On va essayer de mettre en place des moyens de compensation quand il y en a besoin. Est-ce que pour la lecture, de mettre des couleurs, ça va aider à la lecture? Est-ce que d'écrire plus gros, ça va faciliter, des choses comme ça? Nous, ce qu'on va tester en séance, on va essayer de le proposer en aménagement scolaire. On va essayer aussi de travailler sur les centres d'intérêt de l'enfant parce que c'est quand même plus sympa de lire un texte, je ne sais pas, sur la patte patrouille si c'est ce qui intéresse l'enfant, versus un texte qui ne lui parle pas du tout, quoi. Donc on va essayer de les accrocher un petit peu comme ça et on passe beaucoup par le jeu. Et ce qui peut dérouter un peu les familles parfois, où on peut entendre les orthophonistes, elles font que jouer. Alors oui, c'est notre outil principal, mais on a des objectifs derrière quand même si on aime bien les jeux en fait. Voilà, c'est quand même plus sympa de travailler en jouant. Et puis on propose de plus en plus de l'accompagnement parental pour l'entourage et du lien avec les partenaires, que ce soit voilà, les enseignants, les autres professionnels. On essaye de tous travailler dans le même objectif. Donc, au niveau des outils qu'on peut proposer, donc on va travailler ce qui est difficile. En fait, on a vraiment une espèce de boîte à outils avec tout plein de choses différentes, que ce soit, par exemple, là pour la lecture, je vous ai mis une petite règle de lecture pour faciliter la lecture, que ce soit des moyens de manipuler avec les petites allumettes pour tout ce qui est mathématiques et concepts d'unité, de dizaines. On va travailler aussi des petits exercices pour savoir se moucher, savoir respirer par le nez. C'est pas les séances les plus cool, mais voilà, on le fait quand même. Voilà, on a voilà, vraiment des outils différents, du matériel différent. On peut faire appel à des gestes, à des tablettes de communication, à des groupes aussi pour voilà, essayer de tirer profit du groupe versus un suivi individuel. Voilà, on a plein d'outils à notre disposition et notre rôle, c'est vraiment voilà, de faire une petite recette personnalisée pour l'enfant avec tout ce qui lui convient.
Je vous ai mis un petit site qui est fiable en termes d'information. Ça s'appelle Allo Ortho. C'est fait par les orthophonistes. Les informations sont vérifiées, sont sourcées. Enfin bref, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a des informations faites par âge ou par domaine. Et c'est des petits billets comme ça avec une petite question initiale. Et ça permet voilà, d'avoir quelques informations déjà. Et sur ce site, en fait, vous avez si l'article n'a pas répondu à vos attentes, vous avez la possibilité d'accéder à un questionnaire que vous pouvez remplir et il y a une orthophoniste qui vous rappelle suite à ça pour voir si votre questionnement nécessite la mise en place d'un bilan, d'un rendez-vous. Donc c'est un premier temps, voilà, un peu d'évaluation de la demande. Et si ça nécessite un rendez-vous, ils vont vous orienter sur une liste d'attente commune. C'est la petite affiche à droite avec le QR code. En fait, le syndicat des orthophonistes a essayé de mettre en place cet outil-là, alors qui marche plus ou moins bien selon les régions. Donc je vous le mets quand même en global, mais voilà, à nuancer en fonction des endroits. Donc en fait, vous vous inscrivez sur cette liste d'attente. Ça envoie une notification à l'orthophoniste la plus proche qui est inscrite sur cette liste. Si elle ne peut pas vous prendre, ça renvoie à celle un petit peu plus loin, etc., etc. Et normalement, vous avez une relance tous les 2 mois, je crois, pour savoir si votre demande est toujours d'actualité ou si vous avez trouvé entre-temps. Donc ça peut être une piste pour trouver des orthophonistes, parce qu'il y en a quand même. Mais bon, ça dépend des endroits. Donc, vous avez cette liste d'attente commune. Et j'ai appris cette semaine aussi qu'il y a de plus en plus de possibilités de soins qui se débloquent via les CPTS. Donc, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé. Encore un acronyme, ça nous manquait. En fait, c'est des regroupements de professionnels. Et nous, par exemple, à Dijon, la CPTS propose de mutualiser les créneaux qui seraient disponibles. Par exemple, une orthophoniste qui a beaucoup de patients qui ne sont pas présents sur la période estivale, elle peut ouvrir des créneaux qui peuvent être remplis par les autres professionnels, soit les autres orthophonistes, soit les médecins, avec l'idée que voilà, s'il y a une notion d'urgence, ça peut être, on peut utiliser ce biais-là. Donc nous, c'est en train d'être mis en place et j'ai appris l'info hier. Donc je vous la mets dans le diapo. Je sais que ça se fait à Lyon aussi. Donc ça peut être un moyen aussi de contacter les CPTS de votre environnement. Et en général, un projet qui est fait dans une CPTS, ça se déploie plus facilement. Enfin, ils aiment bien quand c'est testé ailleurs, donc ça peut se déployer comme ça. Donc, éventuellement, ça peut être des personnes à contacter. Et puis, il y a de plus en plus d'orthophonistes qui ont des listes d'attente en ligne. Mais là, il faut déjà connaître l'orthophoniste. Enfin, faut avoir le nom de famille. Donc, déjà, voilà, ça, il y a un petit obstacle en plus. Donc, voilà, je vous ai mis ces 3 possibilités-là, sachant que ça ne fait pas tout, mais c'est déjà ça. Voilà. Et voilà, c'était madame. J'ai pas le temps de voir les questions en même temps, mais on fera à la fin. Ok. Ok. Et ben, je passe la main du coup à Monsieur Boulet. Hop. Monsieur Gamin. Ouais. Oui, du coup, moi je m'appelle Théo Gomet, ancien activité physique adaptée. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure, je suis parti un peu sur les chapeaux de roue. Mais voilà, du coup, moi je m'occupe de tout ce qui est partie activité physique, évaluation de la condition clinique des patients du service, donc que ce soit enfants, adultes, adolescents. Et je travaille sur un peu tout type de pathologie. Je fais beaucoup de troubles du neurodéveloppement, mais pas que. Je aussi beaucoup de neurologie, cardiopathie, etc. Je fais un peu tout sur les maladies rares. Alors déjà, pour vous définir un petit peu ce que c'est que l'enseignant d'activité physique adaptée, parce que je pense qu'il y en a certains pour qui ça parle, mais pas du tout. Donc l'enseignant d'activité physique adaptée, en fait, il va intervenir auprès des personnes dont les aptitudes physiques, psychologiques ou conditions sociales ont réduit leur niveau d'activité et leur participation sociale. Il s'agit notamment de personnes en situation de handicap, avec des maladies chroniques ou en difficulté d'insertion sociale ou en âge avancé. L'objectif, ça va être surtout de proposer des situations motrices, en fait, d'enseignement, qui utilisent des activités physiques, sportives ou artistiques, donc déjà connues, mais dans des conditions techniques, matérielles, réglementaires et motivationnelles qui vont être adaptées, en fait, à, à la situation et la sécurité du pratiquant. C'est toujours le principal objectif qu'on a, c'est déjà être sûr que tout ce qu'on va mettre en place, il n'y a pas de risque pour le patient, parce qu'on va voir après, mais quand on fait de l'activité physique, il peut y avoir des risques sur nos pathologies.
Et donc ça va se faire dans un objectif à la fois de rééducation, de réadaptation, d'éducation, mais aussi de prévention et ou d'insertion sociale. Chose aussi importante à savoir, pour être enseignant d'activité physique adaptée, et non, ce n'est pas remboursé par la CPAM, je le dis tout de suite, je crois que dans tous les paramètres, de toute façon, il n'y en a pas un qui est remboursé par la CPAM en dehors des orthophonistes. Je crois que c'est... Voilà. Pour répondre à toutes les autres questions sur psychologue, neuropsychologue et autres, après, on va voir qu'il existe des moyens de financer, mais actuellement, il n'y a pas. Pour en revenir juste sur le métier, du coup, au niveau du parcours, ça se fait au STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives en université. Et donc, c'est minimum une licence, voire un master. Moi, par exemple, j'ai le master et un DU en plus. Et souvent, de toute façon, maintenant, de plus en plus, le master est demandé. Donc voilà, bien penser à vous renseigner parce qu'il y a souvent des gens qui vous disent non, mais je fais l'activité physique adaptée ou je suis sport santé. En fait, c'est simplement des BPGEPS qui ont fait un BPGEPS orienté un peu sport santé, mais en fait, ils ont très peu de connaissances et de choses comme ça sur les maladies. Donc, faire très attention parce que des fois, il y a des gens qui se disqualifient qui ne le font pas. Ensuite, où et pour qui? Ben, au niveau des lieux d'intervention, on peut en retrouver partout. On peut retrouver en centre hospitalier, en centre de rééducation, en libéral, en associatif, dans les IME, tout ce qui va être centres médico-sociaux, tout ce qui va être voilà, éducatif et autres. Et puis on peut retrouver aussi dans les fédérations, par exemple, on le verra après, mais il existe la fédération sport adapté ou la fédération handisport, par exemple. Au niveau des types d'atteintes, il faut savoir que ça va, je vous ai mis un petit schéma en fait. L'avantage de l'activité physique, c'est que ça va pouvoir agir sur tous les systèmes à la fois, que ce soit le système cardiaque, le système respiratoire, que ce soit neurologique, et toutes ces choses-là. C'est ce qui est super intéressant, mais c'est aussi ce qui peut des fois rendre la tâche très compliquée, parce que quand on est patient justement avec des syndromes, on a de multiples manifestations, et ben, il va falloir prendre tout ça en considération pour adapter au mieux l'activité, parce que c'est une activité qui pourrait être intéressante d'un point de vue rééducatif. Je ne sais pas, moi je prends par exemple quelqu'un qui a de l'ostéoporose, c'est super de faire du travail en charge. Le problème, c'est que si à côté, ben, j'ai une pathologie cardiaque, je vais pouvoir faire du travail en charge, mais il va falloir vraiment que j'adapte ma charge parce que sinon, je peux avoir des risques d'avoir des troubles cardiaques associés. Ou la natation, par exemple, ne sera pas intéressante pour ces patients-là parce que j'aurai pas d'effet sur la densité minérale osseuse. Donc, il faudra trouver un compromis entre voilà, toutes les activités et les bienfaits que ça peut apporter. Et puis ensuite, chose importante à avoir en tête, ben, c'est qu'au niveau du public, c'est très large. Ça peut aller de l'enfant. Alors généralement, l'enfant, ça va commencer vers 5-6 ans. C'est à peu près l'entrée à laquelle on va pouvoir commencer en club. Après, il existe des choses plus jeunes, hein, sur du baby gym, des choses comme ça. Mais souvent, ça a plutôt relevé dans les premiers âges, peut-être plus de psychomotricité, de choses comme ça. Donc, on sera un peu moins à l'aise pour le coup sur ce versant-là. Ou alors, ce sera en complément d'un autre professionnel comme voilà, psychomote, kiné. Mais ça peut très bien s'envisager, mais voilà, en fonction des niveaux d'atteinte, on va peut-être arriver plus dans un second temps ou en complément avec un autre professionnel, surtout sur des âges très bas. Voilà un petit peu pour où et qui. Ensuite, au niveau des recommandations, je vous ai mis ici, donc je vous ai mis ça de l'ONAPS, donc c'est l'Observatoire national de l'activité physique et sportive. Donc n'hésitez pas à aller dessus si ça vous intéresse. Il y a plein d'infographies comme celle-ci sur des chiffres, sur la consommation d'écran, les recommandations, la sédentarité. Il y a même des tests de conditions physiques. Il y a des petits questionnaires si vous voulez les faire passer pour évaluer en tant qu'adulte ou à votre enfant votre niveau d'activité physique pour avoir un peu un ordre d'idée s'il est suffisant ou pas. Tout ça pour vous dire que voilà, vous avez une grosse frise chronologique au milieu avec au-dessus les recommandations d'activité physique et en dessous les recommandations pour la sédentarité. Pourquoi il y a ces deux recommandations-là? Parce qu'on peut avoir quatre profils qui existent. Je peux très bien être actif et non sédentaire, inactif et non sédentaire, inactif et sédentaire, c'est le pire, ou alors actif mais sédentaire. C'est les quatre possibilités qu'on va avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je vais faire de l'activité physique, je vais pouvoir pallier la sédentarité, mais pas à 100%. Il faut savoir que l'activité physique, c'est tout mouvement qui va engendrer une dépense énergétique supérieure à celle du repos. On a des recommandations en termes d'activité physique. Si je ne les atteins pas, je vais être considéré comme inactif. La sédentarité, à l'inverse, c'est le temps total que je vais passer assis ou allongé dans la journée, sans compter les temps de repas et sans compter la nuit, parce que c'est des temps obligatoires, on ne va pas manger debout, on ne va pas dormir debout, même si des fois ça peut nous arriver. Ces temps-là, ils ne vont pas être comptés. Par contre, si je suis assis dans le cadre de mon travail, dans le cadre de ma scolarité, si je suis assis dans les transports en commun ou ma voiture pour aller et venir du travail, toutes ces choses-là, ou pour le loisir, devant la télévision, ça va se comptabiliser, ça va s'additionner. Donc du coup, vous avez ces recommandations-là qui sont parues parce qu'on s'est rendu compte que c'est en faisant ça, à ces intensités-là, ces durées-là, qu'on avait une phase exponentielle de la réduction des risques de ce qu'on appelle les comorbidités, mortalité. Au son, je suis désolé, je ne pourrais pas faire grand-chose. Pour limiter justement les risques liés à l'inactivité physique et la sédentarité.
Donc, très rapidement, pour les 5-17 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 1 heure par jour minimum, si possible, hein, c'est dans la théorie, 1 heure minimum par jour, si possible, d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Et puis, c'est bien d'intégrer au moins 3 fois par semaine des intensités plutôt élevées qui vont permettre à la fois de travailler les capacités cardio-respiratoires, mais aussi de renforcer le système musculaire et l'état osseux. En gros, courir, sauter, plonger. Il faut savoir qu'à ces âges-là, c'est important d'expérimenter un maximum le corps pour développer le plus possible nos capacités. Ça va être aussi important à avoir en tête, c'est que l'activité physique, vous pouvez tout à fait la découper par bloc de 10 minutes. Que vous fassiez une demi-heure par exemple d'un coup de marche ou 3 fois 10 minutes, c'est pratiquement pareil pour la santé. C'est mieux effectivement si on fait des blocs un peu plus longs, mais déjà 3 fois 10, c'est déjà très bien. On aura déjà de très bons bénéfices pour la santé. Donc ça, c'est important à garder en tête parce que si votre enfant, par exemple, il court à la récréation le matin et l'après-midi, bah, ça va déjà être de l'activité physique qui va pouvoir être comptabilisée. Si en plus de ça, dehors, le soir, quand vous rentrez, il va jouer un petit peu au parc, ou vous rentrez, ou vous allez à l'école, ou vous rentrez de l'école à pied, ça peut se comptabiliser aussi. Donc à garder en tête, voilà, tout va être une nuance après au niveau des intensités. Ça, c'est le minimum, on peut aller jusqu'au double sans problème. Ensuite, pour la partie adulte, pour vous donner un ordre d'idée, quand on est adulte, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou alors 75 minutes d'intensité soutenue par semaine ou un équivalent des deux. Ça, c'est à garder en tête. Donc, pareil, je peux découper par bloc de 10 minutes. Si je le ramène à la journée, ça me fait une demi-heure, 5 jours sur 7, ou alors 3 fois par semaine, mais 50 minutes. Pourquoi 3 fois par semaine minimum? Parce qu'en fait, idéalement, pour que l'activité physique soit considérée comme bien régulière, il faudrait, si on n'en fait pas tous les jours, au moins un jour sur 2. Pour des histoires de régulation au niveau des neurotransmetteurs hormonaux, des décharges qui sont engendrées, qui du coup font qu'on va pouvoir avoir des bénéfices qui se renouvellent constamment, notamment au niveau cardiovasculaire, entre autres. Et la petite subtilité qu'on a là, c'est qu'au niveau du type d'activité qu'on recommande chez l'adulte, ça va être tout ce qui va être activité plutôt d'endurance, complétée par du travail de renforcement musculaire. Le renforcement musculaire, au moins 2 fois par semaine, pour avoir des gains suffisamment importants. Quand on passe à la personne âgée, il faudrait faire en plus de ça, c'est les mêmes recommandations pour les plus de 65 ans, mais en plus du renfort et du travail de cardio-respiratoire, c'est bien de faire un peu d'équilibre et de souplesse entre 2 et 3 fois par semaine. Parce que naturellement, après 65 ans, on a tendance à perdre de la mobilité, stocker plus de graisse, à avoir des troubles de l'équilibre qui peuvent apparaître. Et puis surtout, on commence déjà assez rapidement en fait à avoir des risques aussi de sarcopénie, donc c'est-à-dire une perte progressive liée à l'âge de la masse musculaire. Donc ça aussi, c'est important, on peut le prévenir. Il va vraiment avoir un impact directement sur notre conditions physiques, mais aussi surtout notre qualité de vie. Ensuite, pour la sédentarité, pour vous la faire très rapidement, idéalement de façon entre 2 et 6 ans, c'est maximum 1 heure d'écran par jour. Donc en dessous, c'est pas d'écran du tout. Limiter les périodes d'immobilisation, faire au maximum des interactions, faire bouger l'enfant dans la mesure du possible, et éviter de l'immobiliser plus d'1 heure si possible. C'est pareil, c'est toujours dans la théorie, après dans la pratique, des fois, c'est pas toujours évident, dans une poussette ou ce genre de choses, sauf bien sûr en cas de sieste ou ce genre de choses. Ensuite, pensez bien sûr à limiter les temps d'écran principalement pendant les loisirs. Entre 7 et 11 ans, on peut passer là à peu près à 2 heures d'écran par jour. Et surtout, ce qui va être très très important, mais là ça confond aussi bien adultes, j'ai envie de dire, que enfants, c'est qu'il faudrait bouger toutes les 30 à 60 minutes, idéalement entre 1 à 3 minutes. Et les anciennes recommandations, parce que là elles ont bougé récemment, avant c'était au moins toutes les 2 heures, entre 3 et 5 minutes. Grosso modo, on va pas mettre le chronomètre, mais pensez juste que pour limiter la sédentarité au-delà du temps total, ce qui va être important, c'est de séquencer dans la journée. Donc, si possible, toutes les heures, toutes les 2 heures, d'en bouger pendant quelques minutes. Ça va être très, très important. Voilà. Après, quand on va passer à l'âge adulte, on n'a plus forcément de limitation sur les écrans. De toute façon, ça devient vraiment très compliqué, puisque souvent, on l'utilise dans le cadre du travail de plus en plus et autres. Mais voilà, essayez de limiter quand on peut. Et puis, voilà, séquencer votre temps de sédentarité. Pour vous donner un ordre d'idée, moins de 3 heures par jour, c'est un temps de sédentarité qui est faible. Entre 3 et 7 heures, c'est modéré. Plus de 7 heures par jour, ça va être important. Au-delà de la durée totale, comme je vous l'ai dit, c'est important de séquencer. Moins de 8 heures par jour, on a déjà une diminution des risques de comorbidité et mortalité. Moins de 5 heures, on a un deuxième palier. Moins de 3 heures, on a un dernier palier. Voilà un petit peu pour passer un peu rapidement sur les recommandations, ne pas prendre trop de temps, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée. Par rapport ensuite aux bénéfices de l'activité physique lorsqu'elle est adaptée, bien sûr, parce que de toute façon, il faut toujours adapter en fonction des objectifs et des besoins de chacun. Forcément, tout ce qui vient d'abord en tête, c'est les bénéfices physiologiques, c'est-à-dire la condition physique, développer l'endurance, la force, la souplesse, l'équilibre, l'améliorer la composition corporelle, donc avoir plus de muscles, de masse graisseuse. Mais ça va être aussi très important, par exemple, pour la qualité du sommeil, ça faut le savoir. On a tendance à avoir une meilleure qualité du sommeil, à s'endormir plus facilement quand on fait de l'activité physique, parce qu'on va avoir justement des décharges hormonales et au niveau des neurotransmetteurs qui vont agir dans ce sens.
Ensuite, très important, ce qu'on néglige un peu plus et qu'on a peut-être un peu moins en tête, c'est l'importance de l'aspect cognitif quand on va faire de l'activité physique, mais j'ai envie de dire de façon globale, même quand on bouge, tout simplement. Il faut savoir que ce n'est pas deux entités différentes. Le mouvement et le cognitif, on a souvent à les faire un peu à l'écart, mais en fait, l'un va directement influencer l'autre, les deux vont être liés. Quand je vais bouger, je vais avoir besoin de mon cerveau, de mes capacités cognitives et inversement. Tout simplement, ça va aider sur des choses comme la prise de décision, tout ce qui va être la planification, l'organisation, tout ce qui va être attention, concentration. Par exemple, il y a beaucoup d'études sur le TDAH qui ont été prouvées que parmi les thérapies non médicamenteuses, l'activité physique en faisait réellement partie, parce qu'on va augmenter le débit sanguin au niveau cérébral, mais aussi l'activité électrique du cerveau en stimulant certaines aires corticales qui sont les mêmes, par exemple, lorsqu'on va faire du calcul mental ou de la lecture. Donc, ne pas négliger le mouvement dans les apprentissages, aussi bien pour réveiller le cerveau que pour, par exemple, stocker de l'information par la suite. Et puis, ce qui va être aussi important, c'est sur l'ajustement, on va dire, un peu plus au niveau du contrôle de l'impulsivité, parce que ça va être un moyen de décharger, de se défouler l'activité physique et donc de canaliser, par exemple, une hyperactivité. Et puis, un intérêt aussi dans les conditions sociales, parce que ça va nous permettre, dans un contexte différent, mais d'apprendre qu'il y a des règles, qu'il y a des choses à respecter euh, dans le cadre d'un jeu, parce qu'au final, le sport, ça reste avant tout un jeu. C'est juste qu'on apporte une connotation de performance lorsqu'on veut, on veut être justement sur quelque chose de plutôt sportif et non une pratique de loisir. Ensuite, au niveau tout ce qui va être plutôt social, c'est un outil qui peut être intéressant pour améliorer les relations sociales, parce qu'on l'a dit, ça peut être des choses qui vont se faire en collectif, en binôme, avec d'autres personnes, et on va pouvoir travailler les interactions, par exemple sur des TSA plutôt en petits groupes, et puis sur des personnes qui ont moins de problématiques, on va aller pouvoir progressivement sur des groupes de plus en plus grands, et donc utiliser ça à des fins de relations sociales. Ensuite, on va pouvoir aussi avoir une diminution plutôt des comportements à problème, parce que comme j'ai dit, ça va apprendre qu'il y a un respect des règles, d'un cadre et toutes ces choses-là. Et donc la conséquence, c'est l'amélioration bien sûr du cadre de la qualité de vie. Au niveau émotionnel, ça va être intéressant, notamment pour tout ce qui va être anxiété, dépression. On va pouvoir aussi agir sur tout ce qui va être confiance en soi, l'image qu'on a corporelle de nous, la régulation de l'humeur, les stratégies de coping, parce qu'on va avoir beaucoup de décharges au niveau hormonal et neurotransmetteurs, donc notamment sur tout ce qui va être sérotonine, dopamine, endorphine, qui sont des hormones plutôt dites de bien-être. Et puis, on va aussi avoir ce qu'on appelle des charges des endocannabinoïdes, qui en fait, c'est ce qui va provoquer par exemple l'euphorie du coureur. Quand on en fait une grande course à pied, pendant longtemps, souvent des fois, on peut avoir un phénomène euphorisant après. Et ben en fait, ça vient de ce qu'on appelle les endocannabinoïdes. Donc c'est des choses qu'on sécrète de façon tout à fait normale au sein de l'organisme, mais quand on fait une activité physique, du coup, ils vont sécréter davantage. Et par exemple, l'exercice physique va être très très important pour tout ce qui va être syndrome dépressif faible à modéré, en complément par exemple des thérapies euh, psychologiques ou alors de tout ce qui va être traitement. Et puis, dernière chose, aussi au niveau de l'aspect sensoriel, alors il faut savoir que nous, on n'est pas du tout formés sur la sensorialité, on ne fait pas d'intégration sensorielle, de choses comme ça en activité physique adaptée. Par contre, malgré tout, quand on fait un mouvement, quand on bouge, on va stimuler forcément nos capacités sensorielles. Dans tous les cas, stimuler le système vestibulaire, proprioceptif, le côté tactile, si on doit récupérer, attraper un ballon, toucher quelqu'un, ou plaquer ou autre, sur du rugby, sur du foot si on tacle, etc. Ça à prendre en compte dans notre pratique. Et puis, ce qui va être aussi très très important, c'est que ça peut aussi amener des fois un phénomène d'apaisement au niveau sensoriel. Il faudra bien sûr adapter le contexte, toutes ces choses-là, mais ça peut être aussi intéressant. On peut travailler sur des choses beaucoup plus douces, comme du yoga, du tai chi, ce genre de choses, pour apprendre justement plutôt à la personne à se poser. Ensuite, au niveau des institutions ressources, donc pour tout ce qui va pouvoir proposer plutôt de la prise en charge, c'est-à-dire prendre l'enfant ou l'adulte pour lui faire faire des séances. Et ben, il y a tout ce qui va être le dispositif ARS. Alors, chaque dispositif ARS fonctionne différemment, il y a des noms différents. Par exemple, sur la région Grand Est, ça va être Prescrit Move. Si on prend la région de Paris, je n'ai plus en tête, mais je crois que c'est Prescrit Île-de-France ou quelque chose comme ça. Nous, en Bourgogne-Franche-Comté, ça s'appelle le réseau sport santé, tout simplement. Eux, leur rôle, il est double. Il est à la fois d'aider financièrement, mais aussi d'aiguiller, parce ils ont un annuaire, des professionnels avec qui ils travaillent, pour réorienter, tout simplement. Donc là, que ce soit enfant, adulte, ils réorientent. Par contre, pour l'aspect financier, souvent, ils aident plutôt sur la partie adulte. Même si ça commence un peu à arriver sur l'enfant, enfin, sur les grands ados, on va dire, c'est un peu les discussions actuelles. Enfin, voilà, c'est important de sensibiliser par rapport à ça. Au niveau REPOP, il faut savoir que le REPOP, c'est un dispositif pareil qui existe là au niveau régional. Donc, nous, on a le REPOP BFC en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, leur spécialité, c'est tout ce qui va être obésité, surpoids pédiatrique. Alors, plutôt sur des obésités simples, c'est-à-dire où il n'y a pas une déficience intellectuelle associée, ou alors il faut qu'elle soit là, mais légère, sans gros troubles du comportement. Là, ils peuvent éventuellement prendre en charge l'enfant. Parce que malheureusement,
Ils ont pas toujours, ils travaillent pas toujours qu'avec des APA parce qu'on n'a pas toujours des APA sur tous les territoires, comme c'est pas suffisamment développé. Donc des fois, c'est des éducateurs sportifs classiques qui font une petite formation sur l'obésité syndromique. Donc du coup, voilà, ils ont très peu de connaissances, souvent sur la gestion des comportements à problème ou de la déficience intellectuelle. Ils savent pas trop bien faire, ils sont pas à l'aise avec ce public-là. Donc là, il faudra plutôt réorienter vers un autre dispositif. Donc on va voir juste après qui est la Fédération Sport Adapté. Ensuite, il y a le monde associatif. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs associations qui existent. Donc, par exemple, je vous ai mis Ciel Bleu. Donc, ça correspond sur toute la France. Il y a Rubis, c'est du rugby adapté sur Dijon. Il y a Bouger Ensemble, par exemple. Il y a Et moi, je veux nager à la piscine olympique pour les enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Voilà, il faut bien se renseigner. Bien sûr, plus je vais être proche d'une grosse ville, plus j'ai de chances d'avoir des choses qui vont être développées au niveau associatif et au niveau des clubs. Plus je vais dans un milieu rural, plus je risque forcément d'être isolé et d'avoir un accès aux soins en termes d'activité physique adaptée qui va être un peu plus complexe. Ensuite, le réseau sport adapté, donc en fait, c'est même une fédération, j'aurais dû mettre même fédération sport adapté, c'est une fédération qui existe, qui eux, justement, leur principal champ d'action, c'est tout ce qui va être personne, donc enfant, adulte, avec déficience intellectuelle ou troubles psychiques, au premier plan. Et après, vous avez le réseau plutôt handisport, donc c'est pareil, c'est plutôt une fédération handisport, où eux, par contre, c'est plutôt tout ce qui va être troubles moteurs et sensoriels. J'ai envie de vous dire, si votre enfant ou voilà, personne que vous accompagnez a les deux, des troubles moteurs, sensoriels, et puis en plus une déficience intellectuelle ou un trouble psychique, testez les deux, ça va être au bon vouloir. Soit s'il y a vraiment quelque chose qui est mis en avant, on va orienter plus vers l'un vers l'autre. Si c'est un peu les deux qui sont, on va dire, à niveau égal, il faut faire un peu des essais. Malheureusement, là, il va falloir voir un peu ce qui lui correspond le mieux. Et puis, il existe aussi des libéraux, donc on peut retrouver sur les réseaux comme le SFPAPA, comme Sport Santé Domicile, ou tout simplement en tapant sur Internet libéral Dijon, vous allez avoir, voilà, il y a plein de choses qui existent. Moi qui ai une activité libérale, je suis pas sur le SFPAPA, mais je suis sur Sport Santé Domicile. Il va y avoir tout ce qui va être le CPTS qu'on a dit précédemment, par exemple. Ou pareil, il va y avoir l'Eurepop aussi, ont une liste d'APA, donc il y a le réseau Sport Santé sur lequel vous pouvez retrouver aussi des APA. Donc voilà, tous ces sites-là que vous pouvez retrouver qui ont un annuaire. Et puis aussi, au niveau des aides financières qui sont possibles, eh bien, vous avez tout ce qui va être complémentaire de santé mutuelle qui peut prendre en partie en charge, mais bien se renseigner parce que chaque contrat est différent, chaque mutuelle fonctionne différemment. Il y en a c'est au mois, il y en a c'est à la séance, il y en a c'est juste un bilan, il y en a c'est sur des trucs annuels. Ça va vraiment dépendre de chacun. Le crédit d'impôt, important à savoir, on peut défiscaliser au niveau du crédit d'impôt pour tout ce qui est aide à domicile, donc jusqu'à 50% quand même de la prise en charge, c'est pas négligeable. Il y a tout ce qui va être prestations de compensation handicap, donc les PCH. On peut, dans le dossier MDPH, faire des demandes aussi de PCH pour des financements exceptionnels. On peut faire des demandes d'aide exceptionnelles également auprès de la CPM, mais c'est rarement pris en charge, mais on peut toujours essayer. Et puis, comme je vous l'ai mis, il y a le dispositif ARS qui peut aussi aider financièrement. Le monde associatif qui peut aider financièrement. Par exemple, il y a Demain sans Muco qui a une association qui a de la chance d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de dons. Donc, eux, ils peuvent financer des gros projets et des gros accompagnements de l'activité physique, que ce soit pour du matériel, des prises en charge libérales. Il y a la ligne contre le cancer aussi que je vous ai mis, par exemple. Et puis, bien sûr, il y a après tous les acteurs locaux, comme les mairies, les départements. Il faut bien se renseigner. Il peut y avoir des fois des aides à ce niveau-là. Et puis pour les clubs partenaires, il y a le passeport qui aide jusqu'à hauteur de 50 €, qui a une aide de l'État pour les clubs qui font partie du listing. Et pour terminer ça rapidement, sachez juste que ça fait l'objet d'une prescription médicale, l'activité physique adaptée. Donc c'est suite à une loi qui s'appelle la loi de Fourneron 2016 qui est applicable depuis mars 2017 par les médecins généralistes. Il y a un nouveau décret en 2022 avec une prescription possible maintenant par tous les médecins. Donc n'importe quel médecin aujourd'hui peut faire une prescription d'activité physique adaptée. Si jamais il n'est pas à l'aise avec ça, vous pouvez aller sur le site justement du réseau Sport Santé. Il y a tous les documents, aussi bien pour les médecins prescripteurs, les professionnels encadrants, que pour les patients, avec les certificats médicaux préfaits. Et vous avez aussi, donc savoir, mais les masseurs-kinésithérapeutes peuvent renouveler, sauf à du contraire du médecin prescripteur, l'ordonnance. Et puis, petite information à savoir, pour dire que les choses quand même bougent, il y a un amendement pour un financement par la Sécurité sociale, justement, dans le PLFSS 2024 pour rembourser l'activité physique adaptée pour les patients, notamment en oncologie et diabète, avec pour objectif à long terme d'aller sur d'autres pathologies chroniques bien plus importantes, qui pour des raisons économiques, bien sûr, a été retiré au dernier moment. Mais pour vous dire que les choses bougent, donc faut essayer, moi en tant que professionnel, j'essaie de faire remonter des choses à l'ARS, vous en tant que patient, en tant que membre d'association, c'est important que voilà, tout le monde fasse remonter quand il n'y a pas d'offre à des endroits pour faire dire voilà, on aimerait qu'il y ait quelque chose qui se mette en place. Parce que c'est l'objectif de tous ces réseaux qui existent, c'est de leur faire remonter l'information qu'il y a des demandes, qu'il y a des besoins pour que des choses soient mises en place, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel, pour étoffer de plus en plus l'offre.
Et puis, plus on sera dans ce cadre-là à faire remonter l'information, plus il y aura de chances que les choses bougent. Voilà pour vous. Et je laisse la place à Madame Fleur maintenant. Alors du coup, pour ceux qui sont arrivés après, donc je me représente. Donc moi, je suis Jenny Cormation, une neuropsychologue dans le service de génétique du CHU de Dijon. Et donc, je vais intervenir sur les 2 centres de référence dont on vous a parlé tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est que moi, je vous parle un petit peu d'un accompagnement qui n'est pas forcément spécifique à la neuropsychologue, au neuropsychologue. Donc, on a appelé ça accompagnement transversal. L'idée, donc, je vais vous présenter plusieurs petites prises en charge qui nécessitent souvent des formations supplémentaires, mais qui peuvent être faites finalement par différents types de professionnels, soit paramédicaux, soit médicaux. Et donc, le premier exemple, c'est du coup celui de la remédiation cognitive. Donc, la remédiation cognitive, qu'est-ce que c'est? Donc, on va définir la remédiation cognitive comme une approche thérapeutique qui est vraiment centrée sur les difficultés cognitives du patient. Donc, le but de cette approche, c'est vraiment de réduire l'impact des difficultés cognitives dans la vie quotidienne du patient, en faisant des exercices vraiment ciblés et en proposant des stratégies de compensation. Donc, pour rejoindre un petit peu ce que ma collègue ergothérapeute disait tout à l'heure, on a différents types d'approches. Soit on va vraiment retravailler sur la fonction qui est déficitaire pour essayer de la compenser. Et soit on va se dire que y a des difficultés qui sont trop importantes. Et donc, pour pouvoir compenser les points faibles du patient, on va vraiment s'appuyer sur ces points forts pour trouver des moyens de compensation. Donc finalement, la remédiation cognitive, c'est un terme assez large et en fonction des programmes qui vont être utilisés, on va vraiment cibler certaines fonctions cognitives particulières. Donc soit des fonctions qu'on appelle neurocognitives, donc par exemple l'attention, la vision dans l'espace, les fonctions exécutives, soit des fonctions de cognition sociale, donc voilà, plutôt la reconnaissance des émotions, la théorie de l'esprit. Dans tous les cas, la remédiation cognitive au niveau de la méthode, finalement, ça rejoint un petit peu ce que mes collègues ont dit avant. L'idée, c'est déjà au départ toujours de vraiment préciser les difficultés qui sont présentes dans le quotidien du patient. Et donc, je rejoins bien ce que mes collègues m'ont dit avant. Il y a vraiment une nécessité de prendre en compte le profil propre de chaque patient. Pour une même maladie rare, on ne va pas avoir le même profil chez 2 patients différents. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser, d'aller évaluer pour savoir qu'est-ce qui pose problème au quotidien, qu'est-ce qui dérange ou pas. Donc, on va vraiment définir les fragilités cognitives du patient, mais aussi définir quels sont ses points forts sur lesquels on va s'appuyer. Donc, l'idée ensuite, donc, après cette évaluation, c'est de proposer un accompagnement qui va vraiment être ciblé. Et encore une fois, on va chercher des petites stratégies de compensation. Le but, c'est pas que le patient s'améliore uniquement dans nos séances, mais qu'il s'améliore à l'extérieur. Donc, on va aussi avoir vraiment un lien qui va être fait avec l'entourage du patient. Parce que les petites activités qu'on fait pendant nos séances, on peut reproposer des activités à la maison, mais qui vont vraiment s'inscrire dans le quotidien. Si je prends un exemple un peu tout bête, si on travaille par exemple l'attention visuelle, en séance, on va pouvoir travailler avec des jeux sur l'ordinateur, etc. Mais du coup, quand on est dans le quotidien, un exemple d'attention visuelle, ça va être par exemple quand on est en train de faire les courses, c'est la personne qui doit trouver son paquet de céréales au milieu de tous les paquets de céréales. Voilà, ça peut être des petits exemples comme ça. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transférer ce qui a été appris en séance dans le quotidien du patient. Ensuite, du coup, il y a un autre exemple de prise en charge un peu transversale que je voulais vous présenter, c'est les thérapies cognitives et comportementales. Et donc, ça, c'est un accompagnement, encore une fois, qui peut être réalisé par n'importe quel type de paramédical ou de professionnel médical qui va être formé spécifiquement à cette approche-là. Donc là, on est plutôt sur une prise en charge qui va vraiment être préconisée quand on est dans des troubles psychologiques. Des troubles psychologiques qui vont être variés. Alors l'idée vraiment de départ, c'est de se dire que les comportements qui vont paraître inadaptés pour l'extérieur vont être finalement la résultante de certains apprentissages. Finalement, la personne a vécu certaines choses
et la personne a vécu certaines choses et du coup a répondu d'une certaine manière. Et finalement, avec les expériences qui ont ensuite suivi, et ben, du coup, elle a renforcé cet apprentissage et donc renforcé son comportement qui n'est pas forcément adapté. Donc, ça peut être, par exemple, bah, être anxieux face à certaines situations qui ne vont pas forcément rendre anxieux d'autres personnes. Donc, l'idée dans la TCC, la méthode, ça va être finalement d'essayer de retravailler sur finalement ce qui a été appris, donc de proposer un nouvel apprentissage pour remplacer le comportement qui est dit inadapté par un comportement qui va être plus adapté à la fois aux yeux, entre guillemets, de la société en face, mais surtout qui va être plus adapté en fonction de ce qui va correspondre aux patients. Donc là, comme pour la remédiation cognitive, on parle vraiment de ce qui pose difficulté au patient et qu'est-ce qu'il a envie de changer finalement dans sa vie. Si certaines situations ne lui posent pas forcément de problème, on ne va pas spécialement travailler sur cette situation-là. Donc là, on va vraiment regarder en TCC la situation. Donc il y a quelque chose qui est arrivé. Cette chose qui est arrivée, ça a entraîné une pensée de manière automatique, hein, c'est le cas voilà, pour tout le monde. On a interprété cette pensée. Cette pensée qui a été associée à des émotions. Et du coup, ces émotions ont entraîné un certain comportement. Voilà. Et donc l'idée, c'est de refaire un petit peu le chemin inverse à l'intérieur des TCC. Un autre exemple de prise en charge, ça va être du coup les groupes d'habileté sociale. Donc là, on est plutôt sur bah voilà, une prise en charge de groupe. Ce que je n'ai pas forcément précisé pour la remédiation cognitive, c'est qu'elle peut se faire en individuel ou en groupe. Les TCC, par contre, en général, c'est plutôt individuel. Pour les groupes d'habileté sociale, donc là, on est en groupe, hein, l'idée, c'est vraiment de développer les compétences relationnelles et du coup, tout ce qui va se jouer avec les autres au niveau émotionnel et au niveau de la communication. Donc, c'est quelque chose qui va être très utile pour les personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, par exemple un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH, un trouble du développement intellectuel. L'idée, c'est vraiment de réapprendre un petit peu les codes sociaux, réapprendre à interagir ou à réguler ses émotions. Et ça, vraiment, en étant dans le concret avec, du coup, d'autres personnes en face de soi. Donc là, on va vraiment être dans de l'observation, ça va vraiment être des jeux de groupe. L'idée, ça va être d'expérimenter, de pouvoir discuter et que finalement, il y a aussi cette dynamique de groupe qui va être très importante parce que ça permet aussi de voir qu'on n'est pas forcément seul à présenter ce type de difficulté et que l'autre en face bah, a aussi ce type de difficulté ou alors des difficultés différentes. Et donc évidemment, tout ça, c'est sécurisé, encadré par un professionnel. Mais ce qu'on voit souvent dans les groupes de ce type-là, c'est que du coup, les échanges entre les participants vont être vraiment super importants. Autre type, la guidance parentale. Donc là, qui est un accompagnement qui n'est pas proposé finalement au patient lui-même, mais plutôt à son entourage, à sa famille. Donc, par exemple, on retrouve dans la guidance parentale, on retrouve par exemple la méthode Barclay, qui est bien connue dans le TDAH, par exemple. Donc, l'idée là, c'est de proposer un accompagnement, par exemple, aux parents avec des outils vraiment très concrets pour à la fois renforcer leurs compétences éducatives, mais du coup dans le but aussi de restaurer vraiment une harmonie familiale. Donc par exemple, je vous donnais l'exemple de la méthode Barclay. Les patients qui vont présenter, les enfants qui vont présenter des troubles du comportement importants à la maison, ça peut rendre difficile du coup les liens familiaux, ça peut entraîner parfois un sentiment de compétence parentale qui est un peu plus affaibli et donc du coup forcément les parents s'épuisant, bah, les réponses comportementales des parents vont pouvoir parfois renforcer les mauvaises réponses comportementales des enfants. Donc l'idée, c'est vraiment ici de proposer un espace, donc qui peut être soit en individuel, soit en groupe également, à la famille ou à l'entourage en fonction du type de guidance, pour que finalement bah, les parents puissent échanger entre eux avec le professionnel et que chacun en fait puisse rapporter finalement ce qu'il vit au quotidien mais surtout qu'on leur apporte des outils concrets pour les aider finalement à sortir de certaines difficultés. Là, il y a une petite image qui est voilà, le masque à oxygène. Et l'idée, c'est
de ne pas considérer ce type d'accompagnement comme quelque chose d'égoïste de la part du parent, mais plutôt comme quelque chose qui va permettre de le soulager. L'idée de la métaphore du masque à oxygène, c'est que si toutefois on est dans un avion, on a besoin de mettre un masque à oxygène à son enfant. Si on ne met pas d'abord le sien, on risque finalement de ne pas pouvoir mettre celui de son enfant. Donc, c'est important aussi en tant que parent de prendre soin de soi. Et ça, c'est vraiment un espace qui peut être très important. Hop. Et du coup, petit focus aussi sur l'accompagnement de la vie intime, affective et sexuelle, dont on parle de plus en plus, mais qui n'est pas encore véritablement beaucoup accompagné. Donc là, l'idée de la vie intime, affective et sexuelle, c'est bien de retenir qu'on est dans un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social, donc qui touche différentes sphères finalement cognitives, qui va être en relation avec la sexualité, envers l'affect, les émotions. Je rappelle vraiment que c'est quelque chose, c'est un droit. Oups. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas négligé finalement dans la prise en charge, dans l'accompagnement des personnes, et ça finalement à tous les âges de la vie. Parfois, quand on a des personnes qui présentent par exemple un trouble du développement intellectuel assez important, certaines personnes en face peuvent considérer que cet attrait pour la vie intime, affective et sexuelle n'existe pas. Alors que ce n'est pas le cas. Et justement, le fait de ne pas le prendre en considération, de ne pas l'accompagner, ça peut entraîner des réponses inadaptées de la part de la personne. Et donc, le but, c'est vraiment de bien le considérer et de l'accompagner. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément quelque chose qui est encore beaucoup accompagné, que ce soit en libéral, en structure, etc. Mais j'avais entendu une phrase que j'avais trouvée très intéressante, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour aborder ce type de choses-là. Notre propre expérience suffit. Simplement, il faut qu'on soit à l'aise avec la question pour pouvoir répondre aux questions qui parfois peuvent peut-être un peu nous étonner. Et surtout, ce qui va vraiment être important à retenir, c'est qu'on ne peut pas interdire quelque chose sans proposer d'alternative. C'est-à-dire que si je vous donne un exemple, si on a un adolescent qui va avoir des gestes un peu inappropriés envers d'autres personnes ou qui va avoir tendance, par exemple, à se masturber en public, évidemment, il faut lui interdire de le faire. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut lui proposer comme alternative? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour que finalement, il soulage quand même son envie qui est tout à fait naturelle pour tout être humain. Et juste avant de passer du coup la parole à ma collègue, je voulais juste préciser que, alors moi je vous ai pas forcément mis de ressources pour trouver ce type d'accompagnement parce que c'est vraiment très dépendant de chaque région. Pour la TCC, il existe un site internet où il y a un annuaire qui recense les professionnels qui sont formés à la TCC. Donc, c'est sur le site de l'AFTCC, l'Association française de TCC. Mais sinon, pour le reste, ce sont des prises en charge qui existent, mais qui ne sont pas forcément toujours facilement accessibles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se renseigner au maximum autour de vous. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue, on échange. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis assistante de service social. Je m'appelle Johanna Banco et je travaille au sein du centre de génétique. En fait, je suis mise à disposition au centre de génétique. Je fais partie du service social des patients du CHU de Dijon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement mes missions, mon rôle en tant qu'assistante sociale à l'hôpital, et je vais aussi revenir sur les aides financières, concernant les ateliers et thérapies qui vous ont été présentés avant. Voilà. Du coup, hop. Donc, les missions de l'assistant de service social. Donc, notre première mission, c'est l'information et l'accompagnement des patients. Nous sommes là pour les informer sur leurs droits, les dispositifs existants et surtout les aider dans des démarches administratives parfois complexes.
Et là, on parle très souvent des dossiers MDPH qui peuvent être assez difficiles à remplir et ça peut être des demandes de prestations ou des recours administratifs, par exemple, dans le cas des MDPH. Nous jouons un rôle de soutien. Nous savons que le parcours de soins des patients peuvent être difficiles et donc du coup, on est là pour les soutenir, les conseiller et les orienter. Autre point important, nous organisons les retours à domicile et le maintien à domicile. Donc ça peut passer par des aides à domicile, ça peut passer par des aménagements ou de la coordination avec d'autres structures médico-sociales. Enfin, on fait le lien entre tous les acteurs, l'équipe médicale, la famille, les partenaires extérieurs, pour que les soins puissent se poursuivre dans les meilleures conditions. En fait, l'assistante de service social hospitalière intervient lorsque la problématique sociale du patient peut entraver ses prises en charge et ou ses soins, ou à l'inverse, lorsque les difficultés de santé ou de handicap ont un impact sur la situation sociale. Voilà. Alors, les aides financières possibles. Donc, tout d'abord, la MDPH. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la prise en charge financière, il existe plusieurs dispositifs qui sont en fonction de la situation de chaque personne et de son âge. On pense souvent à la MDPH, effectivement, puisque c'est un très gros acteur. Donc, pour les enfants, on peut mobiliser l'AEH, donc l'allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap, et elle peut être complétée par un complément d'AEH si les besoins sont importants. Pour les adultes pour lesquels le handicap est reconnu auprès de la MDPH, il est aussi possible de solliciter la PCH, donc la prestation de compensation du handicap. Elle peut couvrir certains frais liés aux séances spécifiques dont on a parlé avant et on peut solliciter le volet charge exceptionnelle de la PCH. Donc voilà. L'autre piste, c'est l'assurance maladie à travers les aides exceptionnelles ou prestations supplémentaires de l'action sociale, de l'action sanitaire et sociale de chaque assurance maladie. Il y a aussi d'autres aides complémentaires. Voilà, donc ça peut être la mutuelle, pour les mutuelles qui ont une couverture spécifique pour les soins non remboursés. Ça peut être aussi les associations de patients qui peuvent proposer des aides financières ou logistiques. Ça peut être le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale de la commune, qui peut intervenir dans certaines situations. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les patients ne doivent pas rester seuls face aux démarches complexes. Il ne faut jamais hésiter à prendre contact avec une assistante sociale, que ce soit au service hospitalier, que ce soit dans d'autres structures médico-sociales ou celle de la commune. Il ne faut pas hésiter. Notre mission, c'est vraiment de faire le lien entre le soin, la vie quotidienne et les aides disponibles. Et là, tout à l'heure, on parlait de séances en ergothérapie, remédiation cognitive, TCC, les ateliers de habilité sociale, qui sont très importants en termes de soins, mais parfois assez mal connus et mal pris en charge. Donc, il ne faut pas hésiter à voir avec une assistante sociale pour chercher ensemble des leviers qui permettront aux patients d'y accéder plus sereinement. Voilà.